Alors, M. Laliberté est directeur du musée français de la photographie de Bièvre. Donc, son parcours est atypique de ses propres dires, car il a commencé par l'enseignement, puis est passé par la communication et la conception multimédia, avant d'arriver au musée, tout d'abord comme responsable du développement culturel, puis de la diffusion numérique, et enfin, il est arrivé à la tête du musée en tant que directeur depuis maintenant 2 ans. Le musée de Bièvre était en travaux depuis presque 1 an. Il a ouvert ses portes le 5 juin et présente maintenant une exposition qui s'appelle Tous photographes. Alors, M. Laliberté est notamment un des contributeurs de l'ouvrage Une autre histoire de la photographie, des collections du Musée français de la photographie, qui est édité chez Flammarion à Paris. Il est également le concepteur du site internet du musée et des films et audiovisuels du musée. Et nous présentons ce soir la conférence Les usages techniques et sociaux de la photographie. Alors en fait, j'ai un peu triché, c'est-à-dire que, d'une part, je me dois de dire que c'est une première, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de faire cette, presque format de conférence, ou de diaporama conférence, je crois que vous le dites exactement, avec justement ce qui s'appelle l'exposition principale du site internet, et puis là, j'ai décidé de tout changer. Et donc, en fait, c'est une réinterprétation de l'exposition qu'on présente à l'heure actuelle, enfin une réinterprétation numérique sur écran, un peu augmentée, je l'espère. Mais donc, c'est l'expo qu'on présente à l'heure actuelle. Donc, juste un mot, parce que pour que vous sachiez d'où je parle, le Musée français de la photographie, donc, qui est aujourd'hui un équipement, comme on dit, le département de l'Essonne, le département du sud de l'Île-de-France, est un musée qui est d'origine associative. Il a été fondé en 60, il est passé sur la liste des musées contrôlés par l'État en 68, et puis est devenu progressivement un musée plus professionnel et devenu départemental, donc à la fin des années 80, début des années 90. Il conserve à peu près 1 million de phototypes. Alors on dit phototypes, c'est photographies, négatifs, positifs, sous toutes les formes possibles et imaginables, depuis donc 1839, le daguerreotype, jusqu'à des œuvres d'artistes contemporains. Un fonds matériel qui est un peu une de ses fortes spécificités, qui est composé d'à peu près 25 000 pièces. Là, on remonte un peu avant les débuts de la photographie, avec notamment les caméras obscura des dessinateurs du 18e, et puis là encore, jusqu'à des appareils très contemporains, comme les petits appareils à photo qu'on a dans nos poches, ça sert aussi à téléphoner de temps en temps. Et un très gros fonds d'imprimés, qui est composé d'une dizaine de milliers d'ouvrages sur la photographie, d'une cinquantaine de milliers de périodiques, et puis énormément de matériel, je ne sais pas si on peut dire des choses comme ça, des matériels publicitaires et promotionnels autour de la photographie, des jets promotionnels, des affiches, etc. Des boîtes de plaques, on en parlera. Donc l'expo, en effet, elle s'appelle Tous photographes. Peut-être que je dis un mot de cette histoire d'usages sociaux et techniques. Alors, c'est dans l'ADN du musée, dans le projet scientifique et culturel, comme on dit. On est censé raconter l'histoire conjuguée des techniques et des usages sociaux de la photographie. Généralement, quand je dis ça, il y a déjà la moitié du public qui s'en va en courant. C'est pas très explicite comme formulation. Pour la partie histoire des techniques, on voit à peu près de quoi il s'agit. Pour la partie usages sociaux, on va dire qu'en fait, on s'intéresse à 2 questions toutes bêtes. Enfin, se poser la question, c'est tout bête, mais répondre, c'est un peu plus compliqué. C'est la photographie, comment et pourquoi. Voilà, donc je vais essayer de donner là quelques bribes de réponse, évidemment des tout petits éléments, on est loin du compte. Comme on n'est pas extrêmement nombreux, si vous souhaitez, vous pouvez m'interrompre. Si on était 120, ça risquerait de rallonger un peu les séances, mais là, je pense que ça va être jouable. Alors, évidemment, c'est une vision extrêmement rapide des choses, mais il faut bien constater que, de toute évidence, la photographie, elle répond à un certain nombre d'aspirations humaines. D'aspiration, alors on ne sait pas si c'est des besoins, mais en tout cas des envies. Alors les universitaires le disent autrement, et puis ils peuvent détailler plus de fonctions, mais ici on en a gardé quelques-unes en partant en ordre rétro-chronologique, comme on dit. Donc on commence avec celle-ci, l'idée de se mettre en scène, qui est quand même y compris assez dominante aujourd'hui, dans l'usage notamment qu'on fait de petits trucs qui servent aussi à téléphoner, dont je parlais tout à l'heure. Donc se mettre en scène est une des fonctions majeures de la photographie aujourd'hui. Garder le souvenir des moments heureux, pourrait-on dire. Je n'ai pas trouvé de formule plus synthétique. Là, je pense qu'on est si je me souviens bien, on est en août 1937, probablement le premier bain de mer. Une image nettement moins amusante, d'ailleurs, elles ne sont pas dans l'ordre, puisque là, on est au moment de la libération.
Donc l'idée qu'ici, la photographie sert à dénoncer, témoigner, les deux à la fois, selon les contextes. La photographie, alors je le dis tout de suite, et c'est l'occasion de dire que je ne vais surtout pas vous faire une histoire de l'art de la photographie, je n'en parlerai pas. Y compris le mot art, je vais essayer de ne pas l'utiliser parce que c'est une question très complexe à propos de la photographie, y compris qui fait débat depuis l'origine de la photographie, qui fait probablement débat encore aujourd'hui. Y a-t-il un art de la photographie? Y a-t-il une photographie d'art? Tout ça, je ne voudrais surtout pas prendre de risque en m'immisçant dans ce débat-là. En tout cas, ce qui est certain, les Américains ont une formule assez géniale qui permet d'éviter le problème. Ils parlent de creative photography. Donc on va dire que la photographie sert aussi à exprimer une forme de créativité. Ça, je pense que tout le monde acceptera de le reconnaître. La photographie sert par exemple à identifier, c'est avec Bertillon dans les années 1880-1890 que l'on invente la fiche d'identification judiciaire, notamment à base photographique. Elle sert à découvrir le monde, notamment tous ces endroits que nous ne connaissons pas et que nous ne connaîtrons probablement jamais. Alors ici, c'est les chutes du Niagara, parce que photographié en 1871, si je ne dis pas de bêtises, donc évidemment, on ne sait pas le voir comme ça. Mais c'est un exemple que je prends souvent. Je pense que vous avez peu ou prou en tête une représentation de la surface lunaire. Pourtant, bien évidemment, vous n'avez pas le métier, moi non plus, et il y a peu de chances qu'on ait déjà le métier, mais la photographie nous permet d'avoir une représentation, encore une fois, assez juste de ce qu'est la Lune. Et à propos de Lune, non, pas tout à fait, là on est en 1865, si je ne dis pas de bêtises, la photographie sert aussi à garder trace de ce qui n'est pas visible, ou de ce qui est peu visible par l'œil humain, ça c'est pas le moins étonnant. Ici, il s'agit d'une photo en microscopie optique, j'ai des petites parties de l'exosquelette du copeaux de mer, partie. Mais en tout cas, il y a des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu et qu'on ne peut voir qu'en photographie. En tout cas, il y a des angles de vue qu'on ne peut avoir que par l'appareil photographique et pas par le humain. Je pense par exemple à la photographie aérienne, en tout cas les premiers temps de la photographie aérienne, où personne n'allait dans les airs, mais on avait déjà trouvé le moyen de faire voler des appareils photo. Avec des pigeons, des cerfs-volants, etc. Il y a eu pas mal de choses qui ont été utilisées. Alors évidemment, je vais être extrêmement synthétique, parce que théoriquement, je dois tenir en 1 heure, je veux plus, avec tous les risques de dérapage que j'évoquais tout à l'heure. Là, si j'appuie pas sur le bouton, ça marche pas bien. La date de naissance officielle de la photographie, vous savez peut-être déjà, c'est 1839. Alors, je dis à dessein, date de naissance officielle de la photographie. D'abord, parce que vous avez peut-être déjà entendu parler de Nicéphore Niepce, qui est un autre des inventeurs de la photographie. On va tout de suite régler la question. La photographie est inventée par plein de monde. En même temps, avec des procédés différents, plus ou moins de succès, des procédés expérimentaux qui n'aboutiront jamais, d'autres qui vont connaître un vrai débouché. C'est le cas du procédé Inoprint par Daguerre, qui lui-même a récupéré les travaux de Niepce. Niepce, il a commencé à travailler dans les années 1816-1817, on pense qu'il a dû réussir un premier cliché dans ces années-là. Il est probable qu'un Anglais qui s'appelle Wedgwood ait réussi dès la toute fin du XVIIIe, probablement 1793, à garder trace d'une impression lumineuse sur une feuille de papier sensible. En tout cas, Daguerre reprend les travaux de Niepce et les prolonge, et en 1839, c'est pas qu'en 1839 il invente le daguerréotype, mais en 1839, le daguerréotype est présenté publiquement. Alors il est présenté publiquement, on en reparlera peut-être d'ailleurs par Arago, il y a probablement le François Arago à Chalon, il y en a de tous les villes de France, donc je ne prends pas trop de risques. Arago, député républicain, qui est astronome de formation, et je reviendrai tout à l'heure sur le rôle primordial, crucial qu'il joue dans la naissance de la photographie. C'est pour ça que j'ai du mal à appuyer sur le bouton. Alors, le daguerréotype, de quoi s'agit-il? Alors, je ne vais pas vous montrer tout de suite. Je vous montre d'abord le matériel nécessaire pour la réalisation du daguerréotype. Ah oui, il faut quand même que je le dise. Évidemment, ce que je vous montre, c'est intégralement issu des collections du musée. Je ne vais pas aller le chercher ailleurs, sinon ce n'était pas du jeu. Donc, en partant pour aller vite, parce que je ne vais pas détailler, on a un peu triché avec cette vue d'ensemble, parce qu'il y a parfois 2 fois le même type de dispositif. Vous voyez que notamment, il y a 3 types de chambres photographiques. On les reconnaît, elles ont un objectif assez proéminent. Puis là-bas, il y en a un peu bizarre, je vous en parlerai, qui est stéréoscopique, avec 2 objectifs. Mais en gros, de gauche à droite, on a la préparation de la plaque, la prise de vue, et puis le développement.
À gauche, ici, cette boîte ouverte, c'est la boîte qui sert à préparer ces plaques, qui sont des plaques de cuivre recouvertes d'argent, extrêmement finement polies, et qui vont être sensibilisées par des vapeurs d'iode. On met des cristaux d'iode, des caisses en céramique, des cuves en céramique qui sont là-dedans. On va avoir de l'iodure d'argent sensible à la lumière. Je passe sur les détails, on prend la photographie, on en reparlera, dans une pose extrêmement long, c'est pas simple, ça rate très souvent. Ensuite, on va développer la plaque parce que sur le coup, on voit rien d'abord, même si elle a été impressionnée par la lumière, on voit rien, c'est ce qu'on appelle une image latente. On va la développer dans la cuve à mercure. Vous voyez, c'est l'objet qui dépasse le plus. Alors, on chauffe du mercure, qui est une petite coupelle, donc à l'alcool en bas, ça chauffe le mercure, les vapeurs de mercure passent le long de la plaque qui est mise à 45 degrés, et un amalgame de mercure et d'argent qui se forme et qui va réagir différemment selon que la zone a été impressionnée ou pas par la lumière. Au passage, les photographes, en tout cas les photographes daguerréotypistes, s'intoxiquent joyeusement parce que le mercure, c'est pas exactement inoffensif, et leurs poumons, comme leur système nerveux, en prennent un coup, c'est l'expression. Ici, on a une chambre qui est une des premières chambres à avoir été fabriquée, une chambre fabriquée par un opticien Chevalier, qui est un des premiers à vendre du matériel pour la daguerréotypie sur la place de Paris. Ces chambres sont d'ailleurs des adaptations à bon compte des chambres utilisées par les dessinateurs dont je parlais tout à l'heure en introduction. Assez vite, on va avoir besoin d'objectifs un peu différents, mais au départ, c'est des adaptations à peine modifiées des chambres des dessinateurs. Alors quand même, daguerréotype, voilà à quoi ça ressemble le daguerréotype. Alors là, je triche, parce qu'on a créé des conditions particulières pour pouvoir photographier, reproduire ce daguerréotype. En vrai, c'est pas aussi facile que ça à regarder. Je dis juste un mot de l'encadrement. Ici, ce qu'on appelle un encadrement à la française, qui témoigne du fait que l'objet est quand même assez luxueux. Hein, c'est pas exactement le photomaton. Mais, donc à l'époque, au début en tout cas, alors ça marche très bien le daguerréotype. Hein, tout de suite, des ateliers de portraitistes s'ouvrent un peu partout dans Paris. La présentation publique a lieu en août 1939, et dès le mois de septembre, on trouve des ateliers de daguerréotypistes. On trouve et le matériel en vente et des ateliers de portraitistes. Un portrait, à ce moment-là, coûte approximativement 3 mois de salaire à un ouvrier. Donc, situer le caractère, encore une fois, assez rare de l'objet. Voilà, on peut dire autre chose après. Ici, un autre exemple, c'est encadrement, comme on dit, à l'américaine, dans un écran qui peut se refermer. Parfois, il y en a deux qui sont en face. Alors là, je vous disais qu'on a triché, je ne sais pas si je l'ai mis là. En voilà un autre, vu d'un peu plus près, qui va... Alors là, on a fait exprès de le photographier pour se rapprocher des conditions réelles de vision de l'image. Et vous allez voir que dès qu'on la tourne un tout petit peu, il se passe un truc assez étrange, c'est qu'on commence à ne plus rien voir. Ou alors, à voir l'image en négatif. Parce qu'en fait, le daguerréotype est un faux positif. Alors, normalement, on dit ça pour les tests sanguins. C'est-à-dire qu'on considère que c'est un positif direct, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est en fait plutôt un... Alors, notre histoire de plaque d'argent tout à l'heure, en réalité, les parties blanches, c'est des parties où l'argent et le mercure vont s'amalgamer en forme de microbilles qui diffusent la lumière. Ça paraît blanc. Les parties noires, c'est les parties où on a le miroir d'argent tel que, une fois qu'on a lavé, donc ça n'a pas été impressionné par la lumière, une fois que c'est lavé, ça fonctionne exactement comme un miroir. Et donc, selon qu'en face, il y a beaucoup de lumière, donc on est habillé en blanc, ou en noir, ou on a le poil blanc, ou le poil noir, et bien évidemment, on ne va pas voir de la même façon le daguerréotype. Et c'est une image qui pose quand même de vrais problèmes de lecture. Par ailleurs, je vous le dis au passage, un des gros défauts du daguerréotype, c'est que la plaque que vous voyez là, enfin, vous ne voyez pas très bien là, vous en voyez une autre ici, la plaque que vous voyez là, c'est celle qui était dans l'appareil. C'est-à-dire qu'on ne reproduit pas la photographie. C'est la même que celle qui a été préparée et placée dans la chambre. Autre exemple, photographie de famille, j'en profite pour signaler deux choses. D'une part, vous remarquerez que la dame qui est complètement à gauche et celle qui est un peu au-dessus, à gauche aussi, est un peu floue. Et oui, elles ont bougé. Un des défauts du daguerréotype, c'est que le temps de pause est très long. Au début, c'est plusieurs dizaines de secondes. On va assez vite réduire le temps de pause à quelques secondes, mais de toute façon, quelques secondes, ça suffit à nécessiter l'absolue immobilité du sujet pour ne pas avoir ce qu'on appelle un flou de bouger. Paradoxalement, le tout petit enfant là-bas à droite, c'est plutôt bien débrouillé. Vous
remarquez au passage que, certes, l'image est monochrome, noir et blanc, comme on dit, pour autant, il y a des parties dorées. Et oui, la photographie, se faire photographier au daguerréotype, c'est montrer un certain statut social, mais si ça ne suffit pas, on souligne les bijoux avec de la bronzine, et donc, pour dire, regardez quand même, nous, on a réussi, la preuve, on est capable d'afficher tous nos bijoux. Voilà. Si on ne voit pas assez bien, on a de quoi les mettre en évidence. Je vous disais tout à l'heure, cette histoire de temps de pause, une petite caricature de l'époque, sur le dispositif de pause qui permet de garantir une relative immobilité du sujet. Alors ce dispositif, c'est, on en parlait tout à l'heure, cette fameuse chaise daguerrienne, qui ressemble un peu à un instrument de torture. Alors je ne l'ai pas mis là parce que j'étais censé faire vite, donc j'en parle au lieu de le montrer, donc c'est raté. Il y avait même des dispositifs pour les enfants qui ressemblaient à une sorte de boîte de contention, ou de corset qui servait à les immobiliser. Parce qu'un enfant, ça ne suffit pas, ça. Donc c'était un truc un peu plus compliqué pour bloquer pendant la prise de vue. Ce que je vous ai montré jusque-là, c'est les portraits, c'est pas pour rien. C'est que le portrait est le principal débouché commercial de la photographie, particulièrement du daguerréotype. On estime même, certains historiens considèrent que 90% des photographies qui sont réalisées au 19e siècle, pour aller vite, c'est un peu caricatural, mais c'est à peu près vrai, 90% des photographies qui sont réalisées au 19e sont des portraits. On va voir tout à l'heure pourquoi. Il n'empêche que de temps en temps, quand même, on photographie autre chose que des gens, enfin, autre chose que des portraits. Ici, c'est une vue d'Amiens, notamment de sa cathédrale, qui date de 1842, si je ne dis pas de bêtises, et qui est l'occasion pour moi d'aller chercher un petit détail pour vous montrer un élément important, c'est l'incroyable. Là, on est sur une image qui fait moins de 18 cm de large, l'incroyable finesse de détail du daguerréotype. Je suis allé chercher là-bas, à côté de l'épicerie. Voilà. Donc, quand même, on peut aller chercher de très près. On a une très très grande finesse de détail qu'on mettra, avec les procédés suivants, plusieurs dizaines d'années à retrouver. Le succès du daguerréotype est absolument phénoménal, ce qui amène à cette caricature à propos de la daguerréotypomanie. Il y a les daguerréotypolâtres, tous les gens qui sont les fous du daguerréotype. Je vous disais tout à l'heure qu'en l'espace de quelques semaines, on trouve du matériel, notamment chez les pharmaciens. C'est notamment les pharmaciens qui vendent, les opticiens bien sûr, mais les pharmaciens aussi, qui vendent le matériel nécessaire. Petit retour en arrière sur l'histoire d'Arago, sur le caractère politique de la naissance de la photographie. Encore une fois, c'est sur la base donc c'est parce qu'Arago a compris l'importance du procédé. Alors il a expliqué l'importance pour les sciences et les arts. Bon, en réalité, la première importance, ça sera plutôt pour les gens qui vendent des portraits. En tout cas, lui, c'est comme ça qu'il voit les choses. Arago fait un choix très particulier, c'est qu'il va proposer et obtenir que l'État français achète l'invention à Daguerre en échange d'une rente annuelle. Donc, rente annuelle qui sera versée d'ailleurs à Daguerre et à son fils, parce que Niepce, j'ai dit quoi, Daguerre, à Daguerre, le fils de Niepce, pardon, parce que Niepce est mort en 1833. En échange de quoi, l'État donc devient propriétaire du procédé en quelque sorte, et il décide d'en doter noblement le monde entier. Alors, il y a un seul pays où le daguerréotype est protégé par brevet, c'est l'Angleterre, parce que Daguerre, avant même d'avoir présenté le procédé, pour des raisons de concurrence avec quelqu'un qui est en train de monter un autre procédé photographique, a déposé le brevet en Angleterre. Donc jusqu'en 1843, si je ne dis pas de bêtises, en Angleterre, la daguerréotypie sera soumise à brevet, donc à licence d'exploitation, en quelque sorte. Étonnamment, le daguerréotype va se répandre dans le monde entier, en tout cas la partie la plus développée du monde, on va dire, à cette époque, se développer, être amélioré extrêmement rapidement, les gens qui vont vite du daguerréotype, de la fabrication du matériel, de la préparation des plaques, etc., un peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis, sauf en Angleterre. Alors, je signale cet élément pour dire que c'est notamment un élément qui est souvent mis en avant à propos de la question de la brevetabilité du logiciel open source ou de la recherche pharmaceutique. Je suis tombé récemment sur un article très intéressant qui disait la comparaison entre le fait que le daguerréotype est un procédé qui a été amélioré extrêmement rapidement, qui s'est répandu, qui a fait l'objet d'une véritable économie, parce que beaucoup de gens en ont vécu, et qui font ce lien avec le fait qu'il n'ait pas été protégé par brevet. C'est-à-dire que tout le monde ait pu reprendre le procédé, l'améliorer, en faire quelque chose, etc. Et l'auteur, dont j'ai complètement oublié le nom, disait peut-être qu'on pourrait réfléchir à ce modèle-là pour la mise au point de certains médicaments, notamment
évidemment que c'est un débat dans lequel je ne rentrerai pas, mais juste pour dire un mot du caractère parfois assez actuel de débats qui occupaient les années 1840, 39-40. Alors, au même moment, ou quasiment au même moment, en réalité, notamment en Angleterre, il y a quelqu'un qui invente un autre procédé, très différent, qui repose sur un couple fondateur, le grand couple à l'origine de la photographie, le couple négatif-positif. Alors, c'est quelqu'un qui s'appelle Talbot, qui donc invente, tout le monde donne son nom à son procédé, le Talbot Type, mais qu'on appellera plutôt calotype en France, ou papier salé, c'est une variante, mais c'est quasiment la même chose. Vous avez à gauche, alors ça c'est Charles Nègre, hein, c'est un Français en 1842, donc on est quasiment dans les mêmes années, hein, c'est-à-dire que Talbot il publie son procédé en 1840, foudrage parce que Daguerre lui a volé la primeur du truc. Hein. En réalité, c'est quasiment les mêmes années dans les mêmes années que c'est mis au point. Ici, c'est une vue d'Avignon, pour ceux qui connaissent, en fait, c'est vu vers le nord-est, l'île de la Barthelas, et puis c'est le puits-de-jardin qui est au-dessus du puits-de-jardin qui est au-dessus du palais des Papes. À gauche, vous avez le négatif, à droite, le positif, enfin, ça, je pense que vous l'aurez compris, pardonnez-moi. Bon, on va la regarder un peu plus près. Juste ici, si j'ai insisté là-dessus, c'est pour vous montrer une chose, c'est le ciel. Tout à l'heure, avant qu'on commence, je parlais des ciels de Gustave Le Gall. Là, c'est pas tout à fait la même histoire. On est en négatif, donc on se dit, wow, ce jour-là, il va faire extrêmement beau à Avignon, un ciel vraiment, alors, comme c'est négatif, un blanc éclatant. Eh bien non, le papier salé est extrêmement sensible dans les bleus, et donc on se retrouve avec des ciels sales, entre guillemets, c'est-à-dire avec des gris irréguliers. Bah, on a réglé le problème assez simplement avec de la gouache noire. C'est-à-dire que ici, on a remplacé le ciel sale par de la gouache noire, et donc le positif nous donne un ciel parfaitement blanc. Ça, c'est merveilleux, pour dire que assez tôt, on s'est accommodé avec la prétendue objectivité absolue de la photographie. Alors, le procédé est formidable parce que vous comprenez qu'il ouvre la porte à ce qu'on ne pouvait pas du tout faire avec le daguerreotype, c'est-à-dire à la multiplication des images. Puisqu'on avait un négatif, on tire un positif à peu près avec le même procédé, passons sur les détails pour l'instant. On fait ça une fois, on fait ça deux fois, on fait ça trois fois, etc., etc. Théoriquement, on fait ça un nombre infini de fois, et donc voilà notre image qui devient multipliable. Oui, c'est vrai, et c'est donc l'intérêt principal de ce procédé-là, qui a de nombreux défauts, notamment le fait qu'il utilise un papier, un négatif sur papier, et que le papier, là, c'est de la fibre de cellulose, hein, qui est, on pourrait comparer ces papiers-là, du buvard par exemple. La fibre, elle va aspirer les composés, les sels d'argent sensibles de manière irrégulière. Et donc, on a cet effet, là c'est un agrandissement à 100%, mais pas plus. Ne croyez pas que je triche avec le flou des pixels, hein, c'est vraiment que l'image elle-même, ce côté un peu estompé, qui est lié à la nature même du papier. On a une image qui est incroyablement moins détaillée que celle qu'on avait, c'est pour ça que j'ai pris soin de vous montrer la façade de l'immeuble à Amiens tout à l'heure. Donc incroyablement riche en détails, fine en détail que le daguerreotype de tout à l'heure. Vous voyez le positif, hein, je ne sais pas si c'est plus évident quand on le voit sur le positif, ce côté un peu flou, entre guillemets. Alors, assez vite, on va résoudre le problème. Bon, le daguerreotype connaît un franc succès, on va dire, pendant toutes les années 1840, mais un petit peu plus tard aux États-Unis encore. Mais assez vite, ça va être remplacé par un nouveau couple, si j'ose dire, qui est absolument triomphant et qui va dominer la photographie du début des années 1850 jusqu'aux années 1870. C'est la photographie au collodion humide. C'est-à-dire, on commence avec les gros mots. Il y en a un que vous connaissez déjà grâce à l'exposition, c'est le gélatine au bromure d'argent, mais on n'y est pas encore. Là, on est au collodion humide. Alors, le collodion humide, l'histoire du collodion, c'est une substance collante et un peu visqueuse qui sert de support aux sels sensibles, aux sels d'argent sensibles, et qu'on étend sur une plaque de verre. Alors, l'avantage du verre, et du fait qu'il n'y ait pas de papier, une histoire de fibre qui absorbe, etc., c'est qu'on va avoir une image beaucoup mieux définie. Ici, c'est la tante Mariette que j'ai choisie comme exemple. C'est pas un excellent exemple parce que la tante Mariette, elle a un peu bougé. Alors, bon, pardon. Déjà, je vous montre le positif, qui n'est pas un vrai positif, c'est une interprétation. C'est-à-dire que ça, c'est une interprétation numérique, un peu comme les images positives de l'exposition. C'est-à-dire que c'est nous qui avons fait le positif. On l'a pas, le positif d'origine. Cela dit, vous remarquez qu'elle, son visage est un peu flou, hein, parce qu'elle a un peu bougé. Oubliez ça, on va se concentrer plutôt sur cette partie, et vous voyez qu'on retrouve une grande finesse de détail qu'on avait
sur le daguerreotype précédemment. C'est pas parce que j'ai en particulier pour ce chiffon, je sais pas ce que c'est exactement, c'était pour l'espèce de petits galons sur les manches, et puis qu'on voit particulièrement parler de l'interprétation positive. Alors, en fait, on est sur un couple où on a négatif au collodion humide et le tirage positif est dit au papier aluminé. C'est-à-dire que le collodion, qui est la substance collante visqueuse, elle est remplacée par de l'alumine version papier, et qui continue en quelque sorte à englumer des sels d'argent. Ce couple, ça marche bien, image bien définie, négatif, positif, donc on peut reproduire les images, etc. Mais ça reste quand même un usage assez compliqué. Vous avez une petite idée ici du labotype pour la préparation des surfaces sensibles, c'est-à-dire ici pour la préparation des négatifs, et là pour le tirage, pour le fixage derrière. Donc bon, voilà, c'est quand même, ça nécessite un tout petit peu de matériel. Et puis, ça a un gros défaut. Alors, vous avez ici une idée de la façon dont on étend le collodion sensible sur une plaque de verre, on récupère l'excès, et puis après on balance quand on le place dans l'argent. Enfin bon, voilà, ça demande non seulement de maîtriser la chimie, mais aussi d'avoir une vraie habileté manuelle. Bon, c'est un très gros défaut, le collodion humide, c'est que ça doit rester humide. C'est-à-dire que la plaque que l'on a préparée, on doit l'utiliser dans le quart d'heure qui suit la prise de vue. Alors, ça a l'air de rien cette affaire-là, mais tant qu'on est en studio, et que derrière la porte, au fond du studio, il y a le laboratoire, c'est pas un très gros souci. En revanche, pour aller photographier les pyramides en Égypte, le Mont Blanc ou simplement la place du village, ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Alors, j'ai pas le temps de développer, mais on invente des espèces de systèmes de laboratoires de campagne complètement incroyables avec lesquels on se trimballe, mais en tout cas, évidemment, il y a une vraie difficulté à pratiquer la photographie en extérieur. Sur l'histoire de portrait de tout à l'heure, ce dont on s'est rendu compte assez vite, c'est que les portraits au daguerreotype, certes, magnifiques, etc., on les vend cher, mais en tout cas, on est sur des productions extrêmement limitées. Tout le monde se dit, mais il faudrait être capable d'éviter ça de manière un peu plus industrielle. Et donc, on va chercher des solutions. Et les solutions, sur la base de ce couple, collodion humide et papier aluminé, elles vont être trouvées notamment par quelqu'un qui s'appelle Disdéry. Voilà, Disdéry, inventeur breveté, en 1854 de la carte de visite portrait. C'est quoi une carte de visite portrait? C'est ça. Enfin, en voici quelques-unes. Alors, c'est la même chose que le daguerreotype, on va se faire photographier dans l'atelier du portraitiste. La différence, c'est que c'était infiniment moins cher. Il s'agit de tirages positifs qui vont être contre-collés sur le carton. Pourquoi ça s'appelle carte de visite? C'est parce que c'est un format qui est sensiblement le même que celui de nos cartes de visite d'aujourd'hui. C'est juste un tout petit peu plus grand, mais à peine. Tout le monde passe, les enfants, les adultes, enfants avec adultes, militaires en uniforme, et puis certains vont même jouer avec les codes, on va dire, naissants de la représentation en tournant le dos à l'objectif. Alors, juste une chose, pour avoir la mesure de ce que ça représente la carte de visite, on estime que dans les années les plus florissantes, c'est-à-dire à la fin des années 1860, on produit à Paris ou à Londres 200 à 300 millions de cartes de visite par an. Donc, pour avoir une idée du niveau de diffusion de ce type de portrait photographique. Alors ensuite, les cartes de visite, on va les utiliser comme on utilise aujourd'hui les cartes de visite, quasiment. Il y a un Zola, je ne sais plus lequel, dans lequel, voilà, lors d'une visite chez quelqu'un qui est absent, on lui laisse sa carte de visite photographique pour qu'il sache qu'on est passé, par exemple. Donc ça, c'est relativement similaire à l'usage que l'on pourrait faire aujourd'hui de la carte, en tout cas de la carte de visite papier, carton, quoi. Et puis, il y a un autre usage qui consiste à collectionner les cartes de visite dans des albums. C'est la naissance, dans les années 1860, de l'album photographique. Avec la particularité, alors là, j'ai évidemment coquetterie, j'ai pris un album un peu particulier qui se déploie en accordéon, sinon des albums tout à fait classiques, qui s'ouvrent et qui se feuillettent comme un livre. La particularité, c'est qu'on a tendance à mêler les photographies de famille avec des vues de célébrités. C'est-à-dire qu'on trouve dans le commerce aussi des cartes de visite de la reine Nouvelle, le couronnement de machin, etc., etc. Et on va, une actrice, une chanteuse, etc., etc. Et on va mélanger dans les albums, comme ça, donc à la fois les vues de la famille et les vues de célébrités. Donc il y a un double commerce du portrait et puis de ces vues de célébrités.
Alors, juste un petit mot sur le matériel qu'on utilise pour... alors, je vais de votre côté, donc j'ai l'impression que c'est déformé pour vous. Non, c'est bon. Donc, le quadrilatère de Roggi, un appareil multi-objectif. Alors, pourquoi un appareil multi-objectif je crois que en fait, vous allez comprendre tout de suite en voyant ça. Ça, c'est le premier positif. Alors là, on a un cas, il y a deux façons de l'utiliser. Soit on fait 4 fois la même photo, soit on fait 4 photos successivement en enlevant le bouchon qui obture l'objectif et puis en changeant, enfin, en passant d'un objectif à l'autre. C'est le positif, encore une fois, le positif papier illuminé. Bah, vous aurez compris que ça veut dire que lorsqu'on compare notre négatif, que vous ne voyez pas, vous pouvez l'imaginer, on tire un premier positif, on a déjà 4 portraits. En deuxième positif, on a 8 portraits, troisième 12, etc. etc. C'est vraiment dans une logique d'industrialisation de la production. Voilà. Alors, en tout cas, pour ce qui concerne le portrait, voilà, on va dire, l'espèce d'apogée, en tout cas, de la diffusion du portrait photographique au tout début des années 1870. Point. Autre sujet qu'on va découvrir dans une seconde, qui nous est un peu lointain, parce qu'on a notamment l'habitude de voir des photographies partout. Pas seulement sur les écrans, mais sur papier. Or, il y a une chose extrêmement importante dont il faut se souvenir, c'est qu'au début, on ne sait pas reproduire une photographie par l'impression. Et ça change sacrément leur diffusion. Alors, il y a 2 solutions qu'on va trouver qui consistent soit à graver d'après photographie, c'est normal que ça fasse rien, soit graver d'après photographie, soit, lors de la diffusion, on va proposer des tirages photographiques. Mais les tirages photographiques, c'est un peu compliqué à faire. Alors là, normalement, si tout va bien, voilà, en fait, je peux parler en même temps, il n'y a pas de son. 2 documents. Le premier, les excursions daguerriennes, 1840, la publication est de 1842. Donc une série de vues de sites français et autour de la Méditerranée, peut-être même plus loin encore, qui sont donc des gravures d'après daguerréotypes. C'est la première forme de diffusion, donc oui, les vues et les monuments les plus remarquables du globe, c'est la première forme de diffusion de la photographie. C'est un peu de triche, parce que c'est pas une photographie elle-même, mais donc des gravures d'après photographie. Parfois, on gravait même directement sur la plaque daguerréenne. Vous vous souvenez, c'est une plaque de cuivre argentée, puisque c'est une plaque métallique, allons-y, on grave directement dessus. Bon, évidemment, la photo, on ne la retrouvera pas, mais en tout cas, on grave dessus. Alors j'en profite, ça c'était les arènes de Nîmes. Vous avez vu qu'il y a des personnages. Les personnages, c'est le graveur qui les a ajoutés. Parce que les temps de pause fait qu'on ne peut pas photographier des personnages, sinon ils sont flous, beaucoup plus d'ailleurs que ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais je trouvais que ça ne faisait pas assez vivant. Enfin, il trouvait un graveur tout seul, c'est l'éditeur évidemment, je trouvais que ce n'était pas assez vivant. Et donc, il a fait ajouter ces personnages qui permettent à la fois d'avoir parfois une idée de l'échelle, mais aussi de rendre le truc plus vivant. Deuxième solution, là on a, alors pour avoir une idée de la diffusion, 12 exemplaires. 12 exemplaires de cette carte illustrée du chemin de fer de Boulogne à Paris, inaugurée en 1855. La carte elle est réalisée pour l'inauguration. Dessus, il y a 82 photographies collées. Il y a des photographies tirées au laboratoire, puis collées sur la carte. Vous imaginez le travail que ça représente, ne serait-ce que pour produire les 12 exemplaires. Donc en termes de diffusion, on est sur une diffusion incroyablement limitée. Un album de photographie dans les années 1840-1850, un grand tirage, c'est 300 exemplaires. Voilà pour ce qui est de la première partie. Alors comme j'ai décidé de faire très vite, on va attaquer directement la deuxième partie. C'est-à-dire, là on était sur les années 1840-1850, et si tout va bien, mais je ne peux pas vous garantir, si. L'essor de l'impression, mais alors là, avec une solution intermédiaire, on va commencer à trouver, donc dans ces années-là, 60-80 à peu près, des procédés d'impression qui portent des noms plus ou moins barbares. Il y en a plein d'autres, il y en a plein d'autres, qui vont permettre, y compris, de reproduire parfois de manière superbe des photographies. Je pense par exemple à la vidéogravure, mais qui ont pour défaut principal d'utiliser des presses, ou en tout cas des techniques de reproduction différentes de la reproduction des caractères. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, les photographies, des images photographiques vont être des images hors texte. Et par ailleurs, les procédés sont lents, complètement manuels, il n'y a pas de mécanisation, ils sont manuels et ils sont coûteux. Et donc là encore, on a un frein très important à la diffusion de la photographie. Au passage, vous voyez que la photographie, un de ses usages non négligeables, c'est la reproduction des œuvres d'art, la diffusion des œuvres d'art. C'est-à-dire que la photographie est un biais éducatif très tôt, que ce soit
par la reproduction ici, par la reproduction dite photomécanique, ou parfois par la projection. Voilà, quelques exemples, je vous laisse tourner. Vous allez voir, je crois, si je ne dis pas de bêtises, un peu de couleur, parce que c'est une question que j'évoquerai peut-être par un petit détour tout à l'heure, mais la couleur c'est une affaire compliquée en photographie, et quand on l'a pas, on la rajoute. C'est pas ça. Quelle perte de temps ce là. Voilà. On avait compris les procédés d'impression pour rajouter de la couleur sur les reproductions photographiques. C'est plus ou moins fin, comme vous pouvez le constater. Le petit carré avec vous, c'est voilà, donc là on était, bon j'ai un peu pris de l'avance, mais vous vous souvenez qu'avec notre histoire de carte de visite et ce couple collodion humide et papier aluminé, on était arrivé, on va dire, jusqu'au début des années 1870. Début des années 1870, 1871, si je ne dis pas de bêtises, Maddox met au point le procédé au gélatine en mur d'argent. Et là, tout le monde fait génuflexion, etc., etc. Un moment majeur dans l'histoire de la photographie. Je sais qu'on parle parfois de révolution numérique. Plein de gens parlent de révolution numérique. J'ai tendance à penser que la révolution la plus importante, c'est celle du gélatino en mur d'argent et pas du numérique. On pourra en reparler. Mais pourquoi je dis ça? Parce que le gélatino en mur d'argent, la différence fondamentale avec les procédés précédents, c'est que pour la première fois, on va trouver dans le commerce des plaques prêtes à l'emploi. La prête à l'emploi, voilà une affiche pour les merveilleuses, non, pas merveilleuses, pardon, idéales plaques d'Illuminaux. Vous avez une poste de plaques d'Illuminaux, je pense, dans l'exposition. Le fait qu'on trouve désormais des négatifs, voilà une autre boîte de plaques, plaques sèches au gélatino en mur d'argent. Pourquoi plaques sèches? C'est à cause de l'utilisation du collodion humide, hein, c'est parce que maintenant c'est sec. Et le gélatine en mur, c'est la gélatine qui emprisonne le mur d'argent. Voilà, toujours avec un système de un liant, et puis, c'est des pigments, hein, en naturalité par exemple, mais là c'est d'argent. Ça veut dire que désormais, le photographe est au moins libéré des opérations de préparation de la plaque. Plus besoin d'être chimiste, et en plus d'être doué de ses mains. On va pouvoir aller acheter dans le commerce. Ça veut dire qu'à partir de cet instant-là, certes, ce n'est pas encore tout à fait le cas d'un point de vue financier, mais en tout cas d'un point de vue technique, la photographie est accessible à tous. On commence. Hein. En réalité, la démocratisation totale, si j'ose dire, de la photographie, il faudra quasiment encore un siècle de plus pour qu'elle se réalise. Mais en tout cas, techniquement, à partir de ce moment-là, tout le monde peut faire de la photographie. Je n'y reviendrai pas, mais donc j'évoque extrêmement rapidement le fait qu'on va passer d'ailleurs de ces plaques de verre sèches à des supports souples, papier, puis supports synthétiques ensuite, au passage avec notamment le nitrate de cellulose auto-inflammable, etc. Et puis des supports de type plastique que peut-être certains d'entre vous ont connus ou ont vu traîner au fond d'un tiroir, en tout cas pour ceux qui sont dans la voilà donc l'évolution, celui-là je le garde parce que notamment, pardon, on n'a pas d'enfant ici, mais c'est vraiment pas du tout de quoi il s'agit. Donc là c'est plus de la plaque, hein, c'est une pellicule déroulée, une pellicule évidemment moderne. Alors voilà un négatif au gélatine en mur, mais ça vous en avez vu plein dans l'exposition. Alors cette période-là, la période donc on va dire 1870 et surtout 1880, non seulement il y a le développement des plaques au gélatine en mur, mais c'est une période de grandes avancées sur le terrain de l'optique, avec notamment la mise au point des objectifs anastigmates, notamment par Zeiss, c'est-à-dire globalement des objectifs qui, laissent entrer beaucoup plus de lumière, ça c'est le grand problème tout le temps en photographie, c'est arriver à récupérer assez de lumière par rapport à la sensibilité finalement assez faible des supports sensibles, et puis anastigmate parce qu'il corrige pas mal de déformations optiques que l'on constatait. Tout à l'heure, j'aurais pu prendre le temps de vous montrer sur le daguerreotype que certes, il y avait une grande finesse de détail, mais pourtant, on a une petite impression de dédoublement. Ce n'est pas le problème du support sensible, mais le problème de l'optique, en l'occurrence. Bon, voilà, période de développement, donc de grand développement en matière d'optique et de, comment dit-on, de mécanique de précision, notamment autour de la question des obturateurs. L'obturateur, alors,
Le gélatine au bromure, il permet, parmi ses nombreuses qualités, de faire baisser énormément le temps de pose. Il est incroyablement plus sensible que le procédé précédemment évoqué. Ça veut dire qu'on va pouvoir passer, pour ce qui est temps d'exposition de la surface sensible à la lumière, en dessous du 25e de seconde. Ça permet de faire plein de choses dont on va parler dans une seconde, mais vous vous doutez bien que autant avant le photographe, il enlevait le bouchon, on comptait 1, 2, 3, il remettait le bouchon, faire un 25e de seconde, moi je ne sais pas faire, mais je pense que même les photographes de l'époque ne réussissaient pas à faire ça assez rapidement. Et donc on va passer à des objets mécaniques, y compris une tourne cassée, élaborée, pour parvenir à exposer aussi brièvement. Vous avez dû voir comment d'ailleurs on divise le temps. Vous voyez 1, 2, 5, 10, c'est une seconde, une demi-seconde, un cinquième de seconde, un dixième, un 25e, un 50e, etc. Comme ça, on divise le temps d'exposition. Ce que je disais tout à l'heure, le 25e de seconde, là, ça permet quoi? Ça permet d'arriver à ce qu'on appelle l'instantané, de figer le mouvement, c'est-à-dire qu'on prend un temps suffisamment court, on prend les rayons lumineux émis pendant un temps suffisamment court, pour qu'on ait l'impression que le mouvement est suspendu. Outre le fait qu'on est probablement en 1908, 7 ou 8, avec un des premiers vols, peut-être des frères Wright, parce que ça ressemble à un de leurs appareils, ce truc-là. Bien sûr, on photographie l'événement, mais c'est aussi les premières fois où on peut photographier et figer un objet qui se déplace aussi rapidement, probablement 70 km/h, mais aussi rapidement que cet avion-là. Ça veut dire aussi, cette sensibilité augmentée, qu'on n'a plus besoin de conditions d'éclairage très particulières. Bon, il faut qu'il y en ait encore un peu la lumière, mais en tout cas, on n'a plus besoin d'être dans ces ateliers sous les grandes verrières, etc., etc. On n'a plus besoin d'une pose longue, et donc on va pouvoir commencer à faire de la photographie dite sur le vif. On est là à la toute fin du 19e siècle. Et c'est d'ailleurs un moment où certains s'inquiètent du fait que la photographie, justement, devient accessible à tous, et que les amateurs se répandent, et certains vont même s'alarmer du fait que désormais, puisque c'est facile à faire, et ben c'est plus de l'art. On avait déjà mis des dizaines d'années à régler la question de savoir si c'était de l'art ou pas, on a réglé la question, et voilà que maintenant c'est extrêmement facile et que n'importe qui peut en faire. Je vous passe les détails, mais donc il va y avoir plein de façons de défendre une pratique artistique de la photographie. Alors, comme j'ai goût pour les bêtises, après avoir dit que la plus grande révolution de la photographie c'était le gélatine au mur, je vais vous redire que j'ai trouvé une deuxième plus grande invention de la photographie, de l'histoire de la photographie, c'est ça. Non, plus sérieusement, combiné avec la question de gélatine au mur, c'est probablement, alors on va dire que c'est la deuxième plus grande invention de l'histoire de la photographie. Ça n'est pas une invention technique, ça n'est pas une invention esthétique, ou en tout cas c'est une esthétique très particulière. C'est une invention commerciale. Voilà la box numéro 1 de George Eastman, qui a donné le mot commercial de Kodak. Pourquoi Kodak au passage? Parce qu'il se dit que a priori ça s'écrit et ça se prononce de la même façon dans toutes les langues du monde. C'est pour ça qu'il choisit Kodak. Cette boîte-là, qui est commercialisée en 1888-89, en fait, c'est un appareil photo. Vous voyez en haut le viseur. C'est le petit triangle qui est légèrement gravé dans le cuir de la boîte. Donc on regarde par au-dessus, on voit le triangle, c'est comme ça. Bon, bah, ok, c'est bon. Je prends ma photo comme ça. Voilà. Elle embarque un négatif sur papier qui permet de faire 100 photos. On fait les 100 photos. Quand on finit les 100 photos, on prend l'appareil et on le renvoie chez Kodak. D'abord à Rochester aux États-Unis, puis après chez les franchisés, y compris Navar, qui a franchisé Kodak à Paris. Dans le labo, chez Kodak, on va sortir le négatif, le développer, on va tirer les photos, on va recharger, on va renvoyer au client à la fois ses photographies et la boîte, la box, rechargée pour prendre une nouvelle série de photographies. Alors les photographies, elles ressemblent à ça. C'est des photographies toutes petites, elles sont grandes comme ça. Alors, pourquoi c'est un modèle génial? Parce que ça a réalisé ce que Eastman pensait être absolument indispensable pour répandre la pratique de la photographie, c'est-à-dire convaincre les utilisateurs potentiels que vraiment c'était facile, parce qu'on a encore l'idée que la photographie est quelque chose d'extrêmement complexe, ça on a des spécialistes. Donc avec cette idée que donc l'appareil à main pour les amateurs photographes, avec cet appareil à main, aucune notion de la photographie n'est nécessaire. On a du mal à se rendre compte, mais il faut vraiment trouver ça à ce moment-là pour espérer que ça va se diffuser. C'est le principe que je vous ai expliqué tout à l'heure, ça je vous ai déjà raconté avec l'histoire des songes.
Au passage, énorme scandale chronologique, pardon, 1992, Kodak, donc un siècle plus tard, Kodak continue à communiquer exactement de la même façon. C'est-à-dire que la photographie, c'est tellement facile que même le chien peut en faire. J'ai l'air de présenter, mais je ne sais pas continuer. Alors, ça, pourquoi c'est une invention géniale? Parce que derrière, il y a un modèle commercial fantastique qu'on peut retrouver d'ailleurs avec certains de nos appareils modernes, déplacés, calqués, réutilisés avec certains de nos appareils modernes, c'est que là, il va y avoir autour de la photographie, évidemment, si c'était que la vente de matériel photographique, une fois qu'on achète un appareil photo, on achète un appareil photo, hein, c'est un peu limité, on achète un dans une vie, peut-être, hein, en tout cas deux dans une vie, plus que ça. Ça suffit pas à faire des fortunes. Donc, on va multiplier les sources d'entrée d'argent. Et on va créer tout un écosystème autour de la pratique de la photographie par un nombre grandissant d'amateurs. Voilà, vous avez une petite boutique, hein, où, au passage, on nous parle déjà de la vente de matériel, mais aussi de la vente de films. On dirait des consommables aujourd'hui. À propos de ces consommables, à gauche, vous avez une boîte qui était un grand distributeur, comme une sorte de distributeur métal aussi, comme ça, sur le nom de pharmacie. Donc, dans lequel on pouvait se procurer du film à toute heure du jour et de la nuit. C'est-à-dire que on peut, y compris quand la boutique est fermée, aller s'acheter son film négatif. On met des pièces et puis on récupère 620 et 120, c'est du format de véhicule. Et puis, toujours le jour ou la nuit, quand on a fini de faire ces photographies, là, on donne le rouleau à développer dans une boîte comme celle qu'on a à droite. D'ailleurs, une petite fenêtre devant qui permet de savoir à quel moment on pourra venir récupérer son film et ses photos tirées, son film développé et ses photographies tirées. Là, on est dans les années 50. J'ai fait un bond, hein, 1950, 1960 à peu près. Donc, appareil, consommable, service. Le service de développement et tirage. Là, je continue en 79. Ici, nous sommes développés de films, de laboratoire, etc. Donc, il y a, encore une fois, tout cet écosystème qui se met en place et qui est la source, qui est la concrétisation du modèle commercial que j'évoquais tout à l'heure. On récupère les photographies comme ça, dans une pochette, on a d'un côté des négatifs. Alors là, c'est du moyen format, donc ça ressemble tout à fait à la Chine, tout à l'heure. Ça rappelle des souvenirs à certains, très probablement. Et puis, à gauche, on voit dépasser les positifs, hein, les tirages. Il y a une autre forme dont on pourra reparler, c'est ces espèces de petites images dans des cartons. Alors, ouais, on en reparlera. Là, j'aurais peut-être dû vous le dire parce que sinon, probablement, ça devient inconfortable à ce moment-là, mais pourtant, pendant un moment, j'étais relativement chronologique, à partir de maintenant, plus du tout. Hein. Non, mais parce que je suis obligé de ramasser ce qui se passe sur le XXe siècle de manière un peu condensée, donc je vais traiter de façon thématique d'une série de choses. Là, catalogue de Manu France, vous savez, la manufacture d'armes de cycle de Saint-Etienne, Manu France, peut-être pas un des premiers, mais en tout cas un des plus connus j'allais dire des sites de vente par correspondance, par des formations, des fabricants de matériel vendus par correspondance. Donc, le catalogue Manu France, dans lequel on trouve tout, les armes, les cycles, le matériel de cuisine, les vêtements, etc., etc. Et notamment, là encore, toute une série d'accessoires, d'objets divers et variés qui servaient essentiellement soit, alors là-haut vous voyez, à retoucher la photographie, soit à présenter les photographies, les cadres, les passe-partout, les albums. Je crois qu'il y a des albums pour les photographies d'amateurs, ça c'est luxe, et puis sinon les albums pour les photographies de famille, c'est moins luxe. Et enfin, des petits bijoux porte-photographie. Je vous montre la repro de cette double page, mais évidemment qu'il y en a des pages et des pages hein, dans le catalogue Manu France en question. Et ça restera le cas pendant une dizaine d'années. En 14, je crois. Ah, c'est si vieux que ça. Oui. Donc, à propos de dispositifs pour montrer les images photographiques, il y a aussi tout ce qui est le fameux projecteur de diapositive qui a fait souffrir beaucoup certains. Pourtant, il paraît qu'il n'y a pas de, il paraît qu'il n'y a rien de plus joyeux qu'une diapopartie. Je crois que c'est celle-là. Et on notera au passage que la législation n'était pas exactement la même sur l'alcool dans la publicité. Et ce qui m'indique quelque part, alors outre le fait que visiblement le champagne coule à flot, quand même j'ai trouvé du champagne, il est dit quelque part, vous
Vous remplissez leur verre, ceci est très important, donc il est conseillé très fortement de remplir les verres de ses amis quand on fait une partie. C'est indispensable. C'est absolument totalement insupportable. Un dispositif éphémère, et pourtant assez, éphémère et aujourd'hui étonnant, c'est le photo-CD. Alors ça, c'était dans une période charnière entre l'argentique et le numérique. Ça remplaçait la projection, enfin la diapopartie de tout à l'heure. C'est-à-dire que Kodak, notamment, mais d'autres l'ont proposé aussi, proposait on amenait ces photos argentiques, enfin sa pellicule argentique à faire développer, à faire tirer, et il y avait une version numérique des photographies qui était rendue sur CD. Et on pouvait les regarder à la télé. Pourquoi? Parce qu'on a juste oublié que ça, on est en 92 ou 93. Il n'y a pas d'ordinateur, comment dit-on, d'ordinateur personnel, oui, c'est des PC, quoi. Il n'y a pas de PC dans les foyers. Donc on regardait les images à la télé. J'ai appris depuis qu'en réalité, en fait, c'est pas qu'ils numérisaient les photographies argentiques, c'est que déjà à l'époque, ils avaient un procédé numérique de tirage. Ils disaient à peine, et c'était plus du retirage argentique. En fait, c'était les fichiers numériques qui étaient là-dedans étaient ceux qui leur servaient à produire les images. Pardon. Vous avez dit que ça datait de 93, mais en 93, il n'y avait pas encore de lecteur ou DVD. Si, il y avait des lecteurs de CD. Il y avait des lecteurs de CD, et sur les lecteurs de CD, il y en avait qui étaient équipés avec des... Il y avait plusieurs formats. Il y avait le format CD audio, CD texte, je sais plus quoi, et puis ce format photo CD, qui a été développé conjointement par Philippe, c'est Kodak, je sais plus exactement, quelque chose comme ça. Et donc c'était dans les années 90. On est au début des années 90 là, ouais. Peut-être toute fin des années 80, mais ça je crois pas. Je crois que c'est plutôt début des années 90. Toujours mes problèmes avec... Oui, c'est le tout début. Toujours mes problèmes avec la chronologie. Je reviens là, juste pour je reviens en arrière pour traiter d'une question, c'est celle du matériel photographique. Parce que je l'ai balayé un petit peu rapidement. Les fabricants de matériel photographique vont avoir une seule idée à partir des années 1890 jusqu'à aujourd'hui, c'est de nous convaincre que c'est facile à utiliser, facile à transporter et pas cher. Ils vont nous dire ça sans arrêt. Pourquoi? Parce que leur but, c'est qu'il y ait un nombre de pratiquants de la photographie, évidemment, toujours plus grand. Alors, ça c'est un premier exemple avec cette chambre touriste qui date des années 1895, 16, 17, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Vous comprendrez qu'elle est relativement imposante, mais il y a un système qui, au moins, non pas pendant la prise de vue, mais au moins pendant le transport, permet de rentrer la partie avant avec la patine porte-objectif, c'est le système de soufflet, et de replier le support que vous avez devant. Assez vite, on met au point un système un peu du même type qu'on appelle de type clap, c'est avec je ne sais pas comment on appelle ça, cette espèce de pantographe là, sur le mot m'échappe. Ça, c'est le fameux Best Pocket dont je parlais tout à l'heure à certains avant qu'on commence, l'appareil du soldat, mis au point en 1912, vendu par Kodak, qui a plus de 2,5 millions d'exemplaires de par le monde, et qui va être, qui va servir notamment à photographier la Première Guerre mondiale. C'est vraiment moderne. Oui. Ou alors, on pense à copier aujourd'hui, les formes, on en parlera, j'ai un petit truc là-dessus. Autre idée, c'est on va segmenter le marché. C'est-à-dire qu'il y a des amateurs de bleu, il y a des amateurs de brun, champagne, je sais pas quoi, des amateurs de noir. Hein. En fait, c'est le même modèle, mais il est décliné dans différents coloris. J'aurais pu vous les montrer, mais il y a compris ce qu'on appelle les appareils bijoux qu'on voit encore aujourd'hui pour partie, qui sont... On a par exemple un appareil des années 70 qui est designé, devrait-on dire, par Courrèges. Courrèges n'apporte absolument rien à l'appareil, si ce n'est son aspect extérieur. Le développement du format 24-36, c'est-à-dire le film qu'on a vu tout à l'heure, qui est le même film que celui qu'on utilise au cinéma, en fait, c'est vraiment les images, elles ne sont pas dans le même sens. Elles sont perpendiculaires au film de 35 mm au cinéma, et elles sont dans le même sens que le film pour ce qui est de la photographie. D'ailleurs, les premiers appareils, notamment pour ce qui est de l'inversible des couleurs, des diapositives couleurs, les premiers appareils, en fait, c'est des ingénieurs qui travaillaient sur le film, qui avaient conçu des petits dispositifs pour tester le film. Pour un film long métrage, on utilise, je sais pas, un 80 minutes, je crois que ça doit être quelque chose comme 2 km de film, monté. Sony va tester, en général, on va tester vue à vue. Ils avaient fabriqué des petits dispositifs qui sont devenus des appareils photo. Ils utilisent, encore une fois, exactement le film. Quand on produit des kilomètres et des kilomètres de film pour le cinéma, produisons des kilomètres et des kilomètres pour vendre la pellicule pour faire des photos.
On passe de matériaux plus ou moins, enfin plutôt nobles, hein, comme ceux qu'on a vu en premier, à des matériaux beaucoup plus bas de gamme, hein, avec le plastique. Le brownie, célèbre, je crois que vous en avez mis un, le brownie dans la petite frise qui est à l'entrée de l'exposition, ou l'instamatique, toujours en plastique. Voilà, l'instamatique, c'est un X15, c'est un modèle vraiment exceptionnel. L'instamatique, c'était vraiment l'appareil de la première commune. Et alors celui-là, voilà, celui-là on ne le voit pas, mais vous allez le voir dans une seconde, dans sa boîte, avec le flash cube. Et prêt, pareil, c'est absolument prêt à l'emploi, puisque là on a une cartouche toute prête avec 12 vues. Une variante, mais qui, là c'est sur le côté extrêmement facile, c'est-à-dire que là il n'y a plus toute la démarche laboratoire, machin, je vais à la boutique, je vais récupérer mon film, etc. C'est la photographie instantanée, mise au point par Land en 1947, là évidemment dans les années 70, avec cette version couleur. Ça n'existe plus, hein, les couleurs. Ça existe sous une forme différente. Fuji notamment commercialise un espèce d'équivalent numérique en réalité. Mais en tout cas, la marque Polaroid existe encore, mais produit autre chose, et le film n'existe pas. Oui, le support sensible n'existe plus, n'est plus commercialisé. Ici, juste pour dire, je ne détaillerai pas sur le réflexe, la prise de réflexe, etc. C'est pas le lieu, mais pour dire l'importance prise par l'électronique notamment, et l'électronique qui décharge là encore le photographe de toute une série de mesures, pour le coup. Mesures du temps d'exposition, etc. L'introduction de l'électronique, voire de l'informatique dans l'appareil photo. Le point culminant, on a oublié, hein, mais c'était il n'y a pas si longtemps, l'autofocus, c'est-à-dire la mise au point automatique, n'existait pas. Voilà, ça me paraît. Oui, c'est ça. Et puis celui-là, vous l'avez utilisé aussi. C'est, on va dire, la version ultime. Alors, c'est pas tout à fait moi, c'est une version pré-ultime. C'est des appareils, comme on disait, jetables. En réalité, comment dit-il, prêt à photographier, parce qu'en vrai, c'était pas jeté. C'est-à-dire que dedans, il y a une espèce de structure en plastique qui était renvoyée, qui repartait, tout ça repartait au labo. En fait, il était monté, il les rechargeait et recommercialisé, il changeait le carton. Donc, quand on disait jetable, c'était pas vrai. Voilà. Alors, dans mon idée, la version ultime, c'est plutôt ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça contredit absolument le discours que je tenais jusque-là sur le toujours moins cher, enfin, toujours meilleur marché. Oui, mais en même temps, si on y réfléchit, ça, a priori, on l'achète pas que pour faire de la photo. Et surtout, l'appareil photo, là-dedans, il est grand comme, allez, j'allais montrer une petite voix, non, comme l'ongle de mon pouce. Donc, l'idée que c'est de plus en plus petit, de plus en plus facile à transporter, au moins ça se confirme avec cet objet-là. Je sais plus quel photographe disait le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a dans la poche. Indépendamment de ses qualités techniques, hein, c'est celui qu'on a dans la poche. Mais ça ne fait pas les bonnes photos, ça. Ça dépend maintenant, oui. Ça dépend. Qu'est-ce que je veux dire par cette diapo noire? C'est étrange. Ah, je sais, il va y avoir quelque chose à vous montrer. Les motivations d'achat du premier appareil photo, elles ne sont pas démenties depuis plus d'un siècle. Le premier enfant, les premières vacances. Alors maintenant, ça devient un peu différent parce qu'avec les photophones, ça brouille tout. Mais sinon, globalement, et alors les commerçants ne s'y sont pas trompés, qui ont fait une large part de leur publicité et de leur campagne marketing sur ces deux questions-là, les enfants et les vacances. D'ailleurs, dans l'expo, nous n'avons présenté qu'une petite partie de nos photos de bébé, et on a des tricotés. Voilà. Et au passage, d'ailleurs, il y a compris des livres qui expliquent comment photographier des bébés, etc. L'album de photographie qui a évolué depuis celui que je vous montrais tout à l'heure au 19e, puisque désormais, c'est des photos réalisées par les familles elles-mêmes qui sont rassemblées avec cette particularité. Moi, l'album photo, en fait, on s'en fiche des photos de l'album. En réalité, l'album est un support au récit. C'est ce truc-là qui est assez étonnant, c'est que ça permet de situer les rapports familiaux, de raconter la geste familiale, comme on dit. Voilà donc le côté vacances, compris avec une vue stéréoscopique. Si j'ai le temps, je vous dirai deux mots de la stéréoscopie tout à l'heure. Mais là, on va pas. Les couleurs. La couleur, ça aussi, je vous en dirai peut-être un mot tout à l'heure. Autochrome. En fait, j'ai pris là 18h15, 19h25. Non, on a commencé en retard. Normalement, il me reste un petit quart. Officiellement, il me reste un quart d'heure. Ça va prendre un défi. Vous vous souvenez de ces petits bordons clés? Bon, enfin, moi, je ne me souviens pas personnellement. C'est dans les photos de grand-mère. Mais on pas mal.
À Notre-Dame, il y a quelque chose. Et alors, bon, ça c'est pour les. J'ai peut-être quand même pour le Ça, c'est plus récent. Ça c'est bien sûr beaucoup plus récent. Bon, c'est un petit mélange d'images sur quasiment un siècle, avec une incroyable permanence. Voilà, et, je pense qu'on pourrait prendre des photos de 2017, ça pourrait être la même chose, et de voix, etc. Pourquoi l'Acropole? Parce que, on en verra un autre tout à l'heure, mais il y a des sites comme ça qui sont photographiés, refotographiés, et pas n'importe comment. Ils sont photographiés comme l'image qu'on a sur les voyages ou sur la carte postale. D'ailleurs, j'ai triché, ça c'est une image d'une artiste contemporaine. Mais je vous en parlerai tout à l'heure parce qu'il y a une comme ça. En fait, il faut que j'accélère parce que vous avez compris le principe. Bon, là voilà, tous les petits livres qui vont avec, il faut des enfants blancs, vous les avez vus, et en fait ils sont dans les livres, etc., etc. Donc, en fait, je vais accélérer. Là, je vous reparle extrêmement rapidement, et c'est pareil, je vais passer le film par entier. Vous vous souvenez de nos 2 premiers petits films sur l'histoire de la reproduction photomécanique. En vrai, on a réglé le problème. Enfin, on a réglé le problème. En 1890-1900, on règle le problème. En tout cas, notamment avec la mise au point de l'offset juste avant la guerre de 14, on commence enfin à savoir imprimer les photographies en même temps que le texte. Et là, il se passe un truc. Ah tiens, la troisième invention la plus importante de toute l'histoire de la photographie, le fait de pouvoir enfin diffuser la photographie par la presse, le livre et ce qui deviendra la publicité. Je ne vais pas détailler, c'est pas la peine, mais vous l'avez compris, c'est même la photographie sur papier qui marque la naissance de la publicité officiellement. La publicité, c'est la photographie qui la caractérise. Et puis, l'explosion à la presse, alors là, vous allez en voir quelques exemples. Là, on est dans les années 1890 avec un milieu cycliste qui a dû primer, quoi. La vie au grand air, un hebdomadaire consacré aux activités sportives. Mais en 98, j'ai dit une bêtise. La course automobile est concernée aussi. Donc c'est un des premiers. Pourquoi la vie au grand air? Parce que c'est une des premières publications papier à proposer, y compris des images photographiques en couverture en ligne. Le sujet est nettement moins drôle, le miroir que j'évoquais tout à l'heure, le miroir hebdo pendant la Première Guerre mondiale qui publie, voilà, nous publions tous les documents photographiques relatifs à la guerre, etc., etc. Le miroir paye n'importe quel prix, les documents photographiques relatifs à la guerre présentant un intérêt particulier. Voilà, donc un petit parcours historique, je crois qu'on arrive, mais je vais sans doute passer un peu rapidement, sur le fait que, y compris la photographie, alors, la période de l'entre-deux-guerres est la période qui voit naître les livres de photographie. Alors d'abord les livres illustrés de photographie, c'est-à-dire on a souvent des textes d'auteurs, d'écrivains illustrés de photographie, puis des livres de photographie, thématiques, etc., et enfin des livres de photographes. Mais ça, c'est lié y compris à la reconnaissance progressive d'une photographie artistique, justement, ou du caractère artistique de la photographie, et vous avez cet exemple d'un Morand illustré par les photos de Brassailles. Mais on est vraiment Morand illustré par Brassailles. Hein, aujourd'hui, on dirait Brassailles, on fait un livre avec les photos de Brassailles, évidemment. Bon. Même chose avec Carco, photo de René Jacques. On est quand même dans l'idée que la photographie illustre le texte littéraire. Bon, vous avez compris le principe, donc je vais... le Paris que j'ai vu, voilà. Bon, c'est une magnifique reproduction en couleur, en lutte de réalité bon, bref, vous avez compris le principe. Je passe à la suivante de manière extrêmement abrupte, avec le bulletin du Photoclub de Paris de janvier 1900. Pourquoi? Pour évoquer une pratique qui est une pratique qu'on qualifierait probablement de niche du côté du marketing, mais qui est une pratique qui s'affirme dès le début du XXe siècle et qui se confirme encore aujourd'hui. Parce que là, on a évoqué la photographie de Monsieur Tout-le-Monde, là, je ne moque de personne en disant ça, mais on va dire, il y a la pratique de ceux qui font des photographies, photographie ses enfants, photographie un anniversaire, photographie des monuments, etc. Et puis il y a ceux qui font de la photographie. Bon, je me moque, mais aussi ça m'est arrivé, et parfois ça me pose des résultats, c'est pas la question. C'est-à-dire des gens qui vont avoir une pratique dite experte de la photographie ou éclairée, on a utilisé un peu tous les mots, parfois par pur goût pour la technique, parfois parce qu'il y a une vraie intention esthétique, une vraie préoccupation esthétique,
parfois comme un hobby, parce qu'on ne sait pas quoi faire de ces dimanches. En tout cas, cette pratique-là commence à s'affirmer au tout début du XXe siècle, avec notamment la création des photoclubs. C'est pour ça que j'ai mis, juste parce que les photoclubs. Alors, ce qui caractérise les photoclubs, c'est que, la pratique des amateurs dans les photoclubs, c'est que très souvent, ils vont procéder, c'est une très bonne façon d'apprendre d'ailleurs, par imitation des courants artistiques dans la photographie reconnus. Voilà, par exemple, donc là, on est encore dans les années 15-20, je pense, avec une image qui vient imiter un courant qu'on appelle le courant pictorialiste. Ici, un autochrome, j'en parlerai si j'ai le temps tout à l'heure, des autochromes, parce que l'autochrome, c'est la première photographie couleur. On oublie, on a tendance à l'oublier, c'est le premier procédé couleur, il est disponible en 1907. Alors qu'on a l'impression, parce que, par contre, reproduire la couleur par l'imprimé, on ne sait pas bien faire. Donc on a l'impression que la photo couleur, elle apparaît après la Seconde Guerre mondiale. À peu près, on a bien vu qu'il y en avait un peu avant, mais en tout cas, on ne voit pas dans la presse, etc. En vrai, la photo couleur, elle est disponible dès 1907. Mais elle n'est pas reproduite dans la presse. Et donc, en fait, elle reste cantonnée essentiellement à une pratique amateur, d'amateur éclairé, comme on dit, mais d'amateur. Et elle n'est pas diffusée. C'est pour ça qu'on a un peu oublié. Vous savez, l'autochrome, c'est de la fécule de pommes de terre colorée. C'est bizarre, la cuisine, photographier la cuisine. Bon, voilà, des recherches formelles plus ou moins heureuses. Ici, là encore, mais normalement, ça doit faire écho à quelques images que vous avez dû voir, le courant, l'objectivité, etc., etc. Là, ces images-là, pour l'anecdote, elles sont tirées d'un fonds qui nous a été donné, enfin, pas là du tout, c'était dans les années 80, par le photoclub du ministère des Finances. Voilà, le ministère des Finances, ils avaient des tonnes et des tonnes d'archives de leur photoclub, ils se sont débarrassés dans les années 80, on les a récupérés. Mais alors, une des particularités, parce que c'est vraiment... c'est une pratique extrêmement répandue. Donc ça, c'est un peu une blague parce que c'est une photo qui a été faite dans le labo photo. Cet étendoir sert à faire sécher les photos. Les bains, c'est bon, voilà. Mais recherche formelle, quelquefois. Cette photo, elle a été présentée dans 15, 18 ou 20 concours photos. Une des activités des photoclubs, c'est de présenter des images dans des concours photos. Et les concours photos, il y en a un peu partout. Voilà, vous voyez qu'ils sont passés à Chester, je ne sais plus où, donc à Lille, en Autriche, etc., etc. Donc, on présente des photographies dans les concours. C'est encore une fois, une grande partie de l'activité de l'amateur photographe. D'ailleurs, la presse, plus ou moins spécialisée, se fait le vecteur de cette pratique du concours. Ici, je crois c'est marqué quelque part en 1922, la revue française de photographie, mais ici, dans les années 80, on continue, c'est pareil, hein, bureau spécial, photoconcours, chasseur d'images. Donc il y a toute y compris d'ailleurs, il n'est pas rare que les concours en question soient dotés par les fabricants eux-mêmes. Dotés de matériel, etc. Alors, c'est l'occasion d'insister sur une espèce de survivance, c'est la pratique du laboratoire. Celle-là, c'est une de mes préférées. Bon, elle n'est pas très visuelle. L'agrandissement est à la photographie ce que la poésie est à la littérature, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'idée que pour être un artiste en matière de photographie, il ne faut pas donner ses photographies au labo, il faut tirer ses photos soi-même, pratiquer ce qu'on appelle l'agrandissement. C'est un sujet que j'ai complètement passé sous silence, mais avec le gélatine au mur, on part d'un petit négatif. On a un grand tirage par projection du négatif sur la surface sensible qui viendra le positif. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'agrandissement. Alors c'est fait au regard aussi des économies au passage, chez Nexa. Et donc il y a tout ce courant qui se développe de la pratique, y compris à domicile, de la photographie. Donc c'est la photo encore plus belle. C'est pour ce jeune couple, ils sont violents, n'est-ce pas? Et il n'est pas rare, mais je vais la représenter, mais c'est pas qu'une plaisanterie, que l'on installe son labo photo dans un placard ou dans sa salle de bain, parce qu'on a besoin d'un point d'eau. Et que par ailleurs, la salle de bain est généralement une pièce de la maison, il n'y a pas de fenêtre, donc pas d'entrée on peut l'occuper plus facilement. J'en parle parce que, alors, j'aurais fait le même récit il y a 20 ans, c'était absolument, 20 ans, 30 ans. Il était absolument inutile d'évoquer cette question-là. Qui s'intéressait à la photographie savait absolument cette pratique du laboratoire. Aujourd'hui, c'est un peu monté de là. Et la particularité, c'est que les amateurs photographes, ils utilisent un matériel qui va singer le matériel professionnel, parce que le matériel professionnel n'est pas à leur portée financièrement, il reste quand même extrêmement coûteux. Et il va rare que les amateurs
amateur, ils sont même extrêmement bricoleurs, comme cet amateur qui a bricolé une crosse parce qu'il devait pratiquer la photographie animalière, ou peut-être, je sais pas, peut-être simplement, enfin quand je dis animalière, peut-être qu'il photographie le papillon, mais donc il a fabriqué cette crosse. La particularité, c'est que contrairement à tout à l'heure où on disait de plus en plus simple, de plus en plus facile à transporter, etc., là on n'est pas dans le même rapport. Hein, il y a un vrai enjeu de complexité technique, c'est des geeks avant l'heure, les photographes amateurs, et donc on a toute une gamme d'accessoires, les filtres, les objectifs, le flash, le déclencheur souple, etc., qui sont au centre du commerce en direction de cette cible commerciale particulière. Bon, et en vrai, j'approche de la conclusion. Alors, pour évoquer le numérique, c'est pas du tout du numérique. C'est une œuvre d'un photographe contemporain, Mathieu Pernaut, que vous connaissez peut-être, qui travaille beaucoup à partir d'archives, notamment d'archives papier. Alors là, c'est plutôt un clin d'œil, un peu triste, mais en fait, il est parti d'une page d'annuaire, c'est un annuaire de Paris, je crois, qui répertoriait les boutiques de photographes. Et donc, j'ai trouvé une boutique de photographes en 65, le studio Lausanne. Enfin, c'est un annuaire de 65. Il a trouvé une photo de l'époque, et puis il est allé refotographier les lieux avec cette boutique, voilà, le fonds de commerce, etc. L'irruption du numérique, au-delà du débat que j'évoquais tout à l'heure, mais sur lequel on pourra revenir d'ailleurs, au-delà du débat sur le fait de savoir si c'est une révolution ou pas, en tout cas, a provoqué des bouleversements extrêmement profonds dans l'industrie et dans tout le monde professionnel de la photographie, au chapitre pas très drôle, je crois que entre 2003 et 2010, 2011, il y avait moitié moins de salariés qui vendent la photographie en France. On est passé de quelque chose qui en approchait des 20 000 à moins de 10 000. Donc c'est pas négligeable. Ça concerne notamment tous les gens qui travaillaient en mini-lab, en boutique, etc., mais aussi d'ailleurs les gens qui vivent de leurs photos qu'ils font. C'est pas juste le côté petite main de la photographie. Et puis, bouleversement industriel absolument incroyable aussi. Alors, ça c'était juste parce que j'avais peur qu'on voit pas bien avec la projection, mais en fait on voit très bien. Ça, un des très nombreux périodiques consacrés à la photographie, américain cette fois-ci. Alors là, cela, le rédacteur en chef, je ne sais pas qui c'était à l'époque, c'est pas très compliqué, il suffit d'ouvrir la revue, mais moi je travaille avec la reproduction, donc je l'ai pas vu. C'est absolument prophétique. En 1990, il est capable de dire en gros que la photographie est à la croisée des chemins. Vous aurez compris qu'il se demande où on va à partir de maintenant, entre les prémices de la photographie numérique, à gauche, et puis ce qui était encore la photographie argentique. À ce moment-là, on n'est pas du tout dans cette histoire-là. J'ai pris ce document-là parce que me surprend toujours un petit peu, mais juste pour qu'on se remette en tête le fait que les premiers appareils photo numériques grand public, ils apparaissent au milieu des années 90. Allez, 93, il commence à y en avoir un ou deux. Et le moment où les courbes de vente, de matériel numérique et argentique se croisent, c'est en 2003, il y a moins de 15 ans. Donc être capable en 90 de dire waouh, il va se passer quelque chose, on est à la croisée des chemins, etc., c'est assez étonnant. Ah ouais, j'ai mis 2 fois parce que je voulais vraiment insister. À propos de cette histoire des débuts de la photographie numérique, grand public, on est en 92, le photoman Logitech, confidentiel comme diffusion, juste retenez le nom du fabricant et la forme, assez étonnante. Un autre, 94, le Quick Take 100, le nom du fabricant, c'est une marque avec une pomme, là, et la forme. Deux choses, c'est ce qui se passe à ce moment-là, c'est que qui c'est qui commercialise ces premiers appareils, c'est des gens de la microélectronique et de l'informatique. En réalité, d'ailleurs, la mécanique, si j'ose dire, pas très mécanique, elle est comprise dans le cadre du Quick Take fabriqué par Kodak. Mais c'est commercialisé par Apple. Et sur ces formes, pour revenir à votre réflexion de tout à l'heure, ces formes assez étranges, évidemment, on n'a plus tous les mêmes contraintes, notamment pour le film. Il n'y a pas de film à faire des films dedans. Donc on se dit, tiens, on va voir si c'est plus ergonomique, comme maintenant, de faire comme ça, ou alors comme ça, etc. Et bien assez vite, les responsables marketing de ces différentes entreprises se sont rendus compte qu'il fallait absolument rassurer les consommateurs sur le fait que c'est des appareils photo. Non, c'est des appareils photo, c'est des appareils photo. Et donc on est revenu à un
facteur de forme, comme on dit, plus traditionnel, qu'aujourd'hui avec toute cette tendance à faire des appareils vintage, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont copier le design des appareils photo des années 50-60 avec des entrailles absolument numériques. Évidemment, ces appareils produisent des images que l'on ne regarde que sur l'écran de l'ordinateur ou la télévision, impossible à imprimer, la résolution est incroyablement faible, hein, ça ferait aujourd'hui un timbre poste, hein, avec les images qui sortent du cocktail. Parmi en réalité, c'est assez anecdotique, hein, c'est-à-dire que ça ne se répand pas vraiment l'usage de ces appareils-là, un petit peu dans l'éducation, parce que ça sert à faire rapidement des photos qu'on peut aller voir sur un écran, et paradoxalement, les agents immobiliers se mettent à l'utiliser. Parce que ça permet, là encore, de